Et donc, à ce moment-là, renonçant au trône de France, c'était le fils d'Isabelle, tu vois, De France. Donc la femme du roi d'Angleterre. La femme du roi d'Angleterre. Qui était aussi la fille de voilà. Philippe le Bel. Donc, normalement, selon les règles féodales strictes, c'était donc Édouard III qui devait être roi de France. Et donc, la guerre de 100 ans commence là. Parce que Édouard III dit le roi c'est moi. Et Philippe VI dit non, le roi c'est moi. Voilà. Et donc, pendant 100 ans, Anglais et Français vont se bagarrer justement sur ce fait même que cette pauvre Marguerite de Bourgogne, férue d'amour, de fine amour et des préceptes d'André Le Chapelain, c'est Druon, voilà. Druon, voilà, Maurice Druon, a succombé devant un beau chevalier. Hein, et ils ont été pris au lit, je sais pas, mais enfin, en tout cas, sous la torture, ils ont avoué que c'est comme ça. Voilà. Donc ça, c'est que l'histoire du Finamore n'est pas donc de l'amour platonique. Hein. Ouais. Bon. Donc, on va arriver à la guerre de 100 ans. Donc, on sait que les femmes sont crédibles. Donc, les femmes, on va regarder, par exemple, rapidement les métiers de femmes. Hein. Ouais. On va passer plusieurs métiers de femmes. Donc, les femmes ont des métiers, sont musiciennes, sont peintres sur fresque, font des enluminures, sculpteurs, encore musiciennes, voilà. Ouais. Et donc on voit même que donc des métiers, hein, et ici même forgerons, donc tout ce qu'on nous raconte que les femmes ne pouvaient pas accéder à des métiers. Les femmes font des tas de métiers. Là, on voit une femme, alors pour expliquer ce qu'on voit, donc là, elle est en train des scribes, c'est ça? Là, elle fait des enluminures. C'est quoi des enluminures? Enfin, des petites peintures, tu sais, sur les livres qui étaient décorés. Sur les livres décorés. Bon, voilà. Là, elle est une femme sculptrice. Ça se dit d'ailleurs, sculptrice. Bon. Les femmes ont des métiers, peuvent être maîtresses, peuvent avoir des apanages, peuvent être seigneurs avec tous les pouvoirs qu'elles ont. Donc, on va passer à l'histoire de Yolande d'Aragon, de Jeanne la Pucelle et de Agnès Sorel. Voilà. Alors, Yolande d'Aragon a joué un rôle extrêmement important à la moitié de la guerre de 100 ans, hein, puisque, alors d'abord elle n'est pas française, hein, elle est d'Aragon, c'est la fille du roi d'Aragon, et donc il y a un problème de succession sur le trône d'Aragon, puis il y a un problème entre l'Anjou et l'Aragon qui date du temps de l'antagonisme entre l'Aragon et l'Anjou sur les terres d'Italie et de Sicile. Bon, voilà, donc ils ont essayé de régler le problème en mariant Jeanne d'Aragon avec Louis d'Anjou. Mais bon, ça n'a pas trop marché, mais le père Louis d'Anjou, lui, il a passé toute sa vie en Italie, à guerroyer, et il a laissé à sa femme s'occuper de ses fiefs, la gestion du Maine et Anjou. Et donc, elle a pris fait et cause pour le parti Armagnac, hein, c'est-à-dire le parti français. Et donc, elle avait beaucoup de biens, et elle a passé sa vie à monter des coups, hein, à marier ses enfants avec les uns et avec les autres, et à intriguer et monter des coups pour supporter Charles VII et la France contre les Anglais. Hein, elle a passé sa vie à ça. Et donc, parmi, évidemment, ces coups, elle a
quasiment enlevé Charles VII, parce que Charles VII, c'est le troisième fils de l'inverse de Yolande, qui est Isabeau de Bavière, c'est elle qui a vendu la France. La France aux Anglais. D'ailleurs, ce qu'elle lui dit, on va essayer de retrouver les paroles qu'elle dit à Isabeau de Bavière. Hein, et d'abord, elle marie sa fille avec Charles VII. Voilà. Donc, elle dit... donc quand elle devient... Donc elle avait pris en charge le jeune Charles VII, et donc quand Yolande en 1417 devient veuve, elle rejette la demande de la reine Isabeau de renvoyer Charles, devenu dauphin après la mort de ses frères, parce qu'il faut dire que là, Charles VII, c'est le troisième, hein. On en a deux qui sont morts d'une façon curieuse quand même, hein, à la cour. Alors on rapporte qu'elle répondit « Nous n'avons pas nourri et chéri celui-là pour que vous le fassiez mourir comme ses frères, devenir fou comme son père et devenir anglais comme vous. Je le garde près de moi, venez le prendre si vous l'osez. » Tu vois, un peu tac. Tu vois, donc elle garde le... Parce qu'elle a enlevé Charles VII, c'est ça? Oui, alors voilà, les deux sont morts, et puis finalement il a dit, bah écoute, on a admis qu'il aille à la cour d'Anjou, Charles VII, hein, donc elle a réussi à ce qu'il vienne, et puis quand même Isabeau de Bavière voyait ça d'un mauvais œil, d'avoir son fils. À partir du moment où ses frères étaient morts, il pouvait revendiquer la couronne. Tu vois, donc elle veut qu'il revienne, et puis l'autre, elle lui dit, ben, s'il revient, il va se faire trucider comme ses deux frangins, et donc elle veut pas. Et donc elle l'emmène en Provence, elle le marie avec sa fille. D'accord. Comme ça, elle a entièrement vu sur Charles VII. Voilà. Alors Charles VII, qui est un type à la fois très faible et puis qui a des complexes. Tu sais qu'il n'est pas certain d'être... il croit qu'il a un bâtard, hein. D'ailleurs sa mère lui laisse croire, hein. De toute façon sa mère, ça fait longtemps qu'elle couche plus avec Charles VI, elle couche avec Louis d'Orléans, qui est le frère du roi, c'est ça? Qui est le frère du roi. Et donc on prétend aussi que Jeanne la Pucelle serait aussi une fille bâtarde de Louis d'Orléans et d'Isabeau de Bavière. Et donc elle n'a fait qu'intriguer dans le sens de la France. D'ailleurs c'est Louis IX, hein, ou Louis XI qui dira... Oui, ma grand-mère était une putain, je ne sais pas donc si... Louis XI dira, effectivement, je ne sais pas de quel homme je descends, vu que ma grand-mère était une grande putain. Il dirait ça à tout le monde, c'est vrai que... Bon, enfin, je ne sais pas si elle couchait avec tout le monde, enfin, il est réputé qu'elle couchait avec Louis d'Orléans, ça c'est clair, et que, bon, elle avait fait de nombreux accouchements. Donc, elle mariera une fille avec le duc de Bretagne, donc elle se rapprochera d'Arthur de Bretagne, duc de Richemont, hein, donc Richemont qui était aussi anti-anglais. Elle fera de Richemont le maréchal de France, le chef des armées, et un chef des armées extrêmement efficace, alors que Charles VII avait un conseiller qui s'appelait La Trémoille, et que La Trémoille était aussi payé par le duc de Bourgogne, et que tu vois que c'est quand même curieux, quoi. Un mec, il est à la fois conseiller du duc de Bourgogne et de Charles VII, ça va pas trop. Ça n'existe pas, les doubles allégeances. Et puis touchait beaucoup de pognon des deux côtés, et finalement elle essaiera de le faire assassiner, mais il était très gros, et donc le poignard il n'a pas été jusqu'au truc, mais finalement il sera disgracié et mettra un de ses fils comme conseiller de Charles VII, hein, et donc aussi, donc il y a toute l'aventure de René d'Anjou,
alors le fameux René d'Anjou, qui sera duc de Bar. Hein. Donc elle intriguera pour que le duc de Bar, qui est un archevêque qui n'a pas d'enfant, adopte son fils qui deviendra duc de Bar. Le Barrois, c'est où il y a Don Rémy, où il y a Jeanne, et elle va marier son fils avec la fille du duc de Lorraine. Hein. Voilà, donc, et donc on verra que après Agnès Sorel viendra de la cour de Lorraine et de René d'Anjou, et c'est elle qui va relancer, qui va inciter Charles VII à relancer la guerre contre les Anglais. Donc, alors évidemment, on a parlé souvent ici de Jeanne, qui est toujours dans l'entourage des Anjou, hein, de René d'Anjou, et que quand elle arrive à Chinon, et qu'on doit la visiter, Jeanne la Pucelle, pour voir si elle est pucelle, c'est évidemment Yolande d'Aragon qui s'en occupe. C'est elle qui dit, voilà. Bon. Donc on voit que cette Jeanne est perpétuellement sous la coupe de la maison d'Anjou, que ce soit René d'Anjou ou de Yolande d'Aragon. On sait que pendant le siège d'Orléans, alors c'est elle qui paye l'armée de Jeanne, hein, qui part de Blois, c'est elle qui paye, et qu'elle croit beaucoup dans l'artillerie. Alors, ça aussi c'est intéressant, parce qu'il faudra que je fasse une émission sur l'art de la guerre un jour, hein, dans une petite polémique avec notre amie Personne, si elle nous regarde, je la salue. Hein, donc on s'est un petit peu chamaillé ces derniers temps. J'avais fait un reproche qu'elle ne comprenait rien à la politique. Bon, bah juste ça. Non, mais je suis un peu excessif. Et elle m'avait dit que moi je fais de l'art et pas de la politique, et vous faites de l'art, mais c'est de l'art de la guerre, parce qu'évidemment mon truc, je parle toujours de la guerre. Bon. Mais l'art de la guerre, c'est quelque chose d'intéressant qui m'intéresse beaucoup. Et donc là, on a vu que pendant la guerre de 100 ans, pendant très longtemps, les Français étaient toujours battus par les archers anglais, hein, et que finalement, ils ont monté d'un cran dans la guerre, puis ils ont utilisé l'artillerie, et qu'à partir du moment où ils ont utilisé l'artillerie à poudre, ils ont battu les Anglais. Et donc, c'est Yolande qui va pousser donc l'artillerie, qui va pousser les frères Bureau, qui va fournir l'artillerie à Orléans, et les fameuses coulevrines à main, hein, ces fameux chiens verts dont il parlait Charles VII, donnez-moi des chiens verts, puis c'est tout, j'ai besoin que ça. Et puis les premiers combats de sniper, c'est elle qui va fournir son tireur, Maître Jean, qui fera des ravages parmi les Anglais avec sa coulevrine à 2 coups. Hein, vraiment des ravages. Et donc voilà, cette femme a un peu bouleversé, alors quelle soit l'origine de Jeanne la Pucelle, que ce soit elle ou son fils René d'Anjou, que ça soit une affaire de Templiers, je ne sais pas, mais en tout cas c'est dans cette famille-là que Jeanne a émergé. Alors Jeanne a émergé dans la maison d'Anjou, mais elle était crédible, elle participait au conseil du roi, tu vois, et elle a compté énormément. Alors, derrière, il y a Agnès Sorel, on va terminer par Agnès Sorel. Agnès Sorel, et si tu trouves un JPEG Agnès Sorel, hein, voilà celui-là. Ah, c'est elle. Voilà. Alors, Agnès Sorel, c'est une suivante de la femme de René d'Anjou. D'accord. Hein, donc, il la rencontre quand il va donc faire un voyage en Lorraine, hein,
En fait, c'est des amis, c'est la famille, hein, la famille d'Anjou. Ils tombent raides amoureux. Alors, évidemment, là, Yolande d'Aragon est sur la fin. Hein, donc, elle est sur la fin quand elle est morte, juste 2 ans après que Charles VII ait rencontré Agnès Sorel. Donc, on peut penser tout ce qu'on veut. Je trouve que c'est quand même un drôle de hasard, parce que c'est quand même elle qui va inciter Charles VII à reprendre la guerre contre les Anglais. Hein, d'accord. Alors que lui, il avait un peu lâché l'affaire. Alors lui, il avait complètement lâché l'affaire. Hein. D'abord, il s'en foutait. Lui, Charles VII, c'était un type qui était... Enfin, pour moi, il est peu intéressant humainement. Lui, ce qui comptait, c'est son harem, c'est ses femmes, aller de château en château, puis choisir dans son harem la femme du soir, quoi. Et pratiquement, toutes les femmes de son harem étaient fournies par Yolande. D'accord. Tu vois, hein, mais on sait que Yolande entretenait des corps de femmes espionnes, tu vois. Voilà, donc, elle travaillait comme ça. Bon. Toujours est-il que cette Agnès Sorel a une beauté sublime dans les canons de l'époque, hein, c'est-à-dire le canon de l'époque, c'est-à-dire le teint extrêmement pâle et blonde. Hein, puis on parlait de la blondeur, c'est important, mais les femmes aussi se teignaient les cheveux, hein, comme maintenant. Hein. En blond ou en roux, et elle était une experte au lit. Oui. Hein, voilà, une experte au lit, et lui qui avait à sa disposition beaucoup de femmes, il passe surtout son temps avec elle, et elle monte les canons de la mode, alors notamment donc la poitrine. Hein, c'est que avant. Là, elle monte sa poitrine sans problème, quoi. Voilà. Ça. Donc là, elle est en vierge à l'enfant, mais c'est elle qui va imposer, enfin, qui va, oui, imposer la mode des décolletés plongeants en V et de montrer les seins. Là, on voit ici, hein, ici, oui, on voit voilà. La femme, elle est téton. Ah bah les seins qui voilà, là, les tétons visibles, hein, ça c'est la fin du Moyen-Âge. Là, donc là, on a changé complètement, on a changé d'allure. Hein. Et donc, le rouge à lèvres, hein, donc avant on avait le teint très très pâle, un peu de rouge sur les joues, donc elle va se teindre les lèvres, le haut du crâne. Alors on aimait les femmes au front bombé. Donc elle va se raser le haut du crâne. Donc les femmes, la beauté féminine, c'est le front bombé, très haut, marrant, ça, ouais. Très très haut, rasé, les sourcils très très épilés. Hein, mais c'est surtout le corsage qui va s'échancrer. Hein, et les robes sont moulantes. Donc la femme devient, avec Agnès Sorel, carrément sexy. Et toutes les femmes de la cour, évidemment, vont s'habiller pareil. Voilà. Donc avec la paix d'Arras en 1435, donc c'est la trêve, hein, donc c'est là que Charles VII il fait la paix avec les Bourguignons. Hein, donc il y a des discussions où c'est surtout l'affaire du meurtre de Jean sans peur qui pose problème, donc il fallait arrêter les auteurs de ça. Il y avait un ensemble de clauses pour que les Bourguignons arrêtent leur alliance avec les Anglais. Donc ces clauses sont signées, Charles VII ne les respectera pas, il ne respectera rien d'ailleurs, de toute façon, de tout ce qu'il signera. C'est un type qui n'a jamais de parole. Et bon, mais le fait que les Bourguignons ne sont plus alliés des Anglais, les Anglais sont toujours en Normandie et en Guyenne. Hein, et lui, ça lui va. Ça lui va, et il se balade sur ses châteaux de la Loire, il s'en fout. Alors la guerre continue d'une façon larvée, et le pays est très très mal, parce qu'il y a des bandes armées qui circulent de partout, il y a tous les compagnons de Jeanne d'Arc, hein, qui étaient en fait des chefs de bande, en fait. Hein.
hein, comme de Culan, comme Labrosse, comme tout Xentrailles, Poton et tout ça, sont des chefs de bande, des soudards qui vivent de pillage et puis qui font leur guerre un peu comme ça, à la va comme je te pousse, contre les Anglais. Un coup ils gagnent, un coup ils perdent. Ils reprennent comme avant, le même cirque qu'avant, et le pays va très mal. Le pays va très mal. Et donc, Agnès Sorel lui dit, bah, écoute, il faut que tu reprennes la Normandie. Et il faut reprendre la guerre. Et puis, lui, il veut pas. Et finalement, elle va lui dire que... Donc, on croit beaucoup aux prophéties. Elle lui dit, moi j'ai vu une voyante, une prophète, qui a dit que moi, Agnès, je serais avec un roi vainqueur. Elle m'a dit, bon, bah, faudrait que, peut-être que j'aille voir le roi d'Angleterre. Alors l'autre, il prend la mouche, quoi. Ouais. Hein, puis alors, à force d'être comme ça, d'être aiguillonné, finalement, il décide de repartir en guerre. Alors même les Anglais n'ont plus la force d'avant, hein, et il crée ces fameuses compagnies d'ordonnance, c'est-à-dire une armée régulière, hein, qui n'est plus une armée de soudards, et il va reprendre la Normandie, ce qui fait les doigts dans le nez, parce que les Normands en ont marre des Anglais, ils ouvrent les villes, et il reprend la Normandie très, très simplement. D'ailleurs, Agnès va le retrouver en Normandie, elle est enceinte, et et c'est au cours de ce voyage qu'elle tombe malade, et puis qu'elle meurt en arrivant d'un flux de ventre. Et donc on a vu récemment, en analysant ses restes, qu'elle avait un taux de mercure extrêmement important. Ça signifie quoi ? Donc on pense qu'elle aurait été empoisonnée parce qu'elle prenait du mercure. Elle avait des vers, si tu veux, tu vois, les gens avaient beaucoup des vers, des ténias, des trucs comme ça, hein, parce que la viande se conservait mal. Et donc elle avait ça. Et donc on prenait donc du mercure pour tuer ces vers, hein, qui est un poison, on en prenait peu. Et là, elle avait une dose de mercure complètement létale. Donc quelqu'un avait dû lui forcer la dose. Donc elle est morte de ça, donc on pense que c'est... Bon, je sais pas quoi, on pense une autre qui voulait prendre sa place. Mais bon. Peut-être. Toujours est-il que elle aussi, donc c'était évidemment une grande patriote, c'est elle qui a poussé Jacques Coeur, hein, Jacques Coeur, qui financera beaucoup les armées royales et qui aussi la financera elle, hein, dans tout le luxe qu'elle pouvait avoir. D'ailleurs, dès qu'elle sera morte, Jacques Coeur sera disgracié. Hein, donc Charles VII n'aura même pas la bienséance tu vois, Jacques Coeur lui a donné énormément d'argent pour financer l'armée, et puis il a failli être exécuté, donc il a été banni du royaume de France. Okay. Voilà. Et donc voilà, elle aura changé la mode complètement, changer la France aussi, puisque à partir de là, la Normandie, aurait pu rester anglaise, et la Guyenne. Donc la reprise de la Normandie s'est faite facilement. Les Anglais envoient un corps expéditionnaire de Cherbourg qui est battu à la bataille de Formigny grâce à l'artillerie. Hein, parce que tu sais que les Anglais, eux, ils étaient toujours restés à la même tactique avec les archers. Donc là, la bataille de Formigny, c'est des coulevrines. Donc il y avait les Français avaient des coulevriniers de l'autre côté. Tu vois, ils avaient une guerre d'avance. Ouais. Et donc ils tuent, ils abattent complètement les archers anglais. Et donc les Anglais sans les archers, ils valent zéro, quoi.
Après, ils sont balayés par la cavalerie, le reste. Alors après, donc il va reprendre la Guyenne, et puis ça va se terminer par la bataille de Castillon, qui est aussi une bataille d'artillerie. Et c'est l'artillerie française qui va en terminer, et l'artillerie des frères Bureau qui va permettre à la France de bouter l'anglais hors de France. Alors on me demande, parce qu'il y a pas mal de questions, voilà, vu l'heure. Quelques questions, vas-y. Alors, et on me demande, est-ce que pour les femmes avaient un rôle dans la politique, pour les mariages arrangés, etc., est-ce qu'elles avaient leur mot à dire? Est-ce que... déjà, oui, il y avait des marieuses. Hein. Il y avait des Déjà, marieuses. dans tous les corps de la société, il y avait des marieuses. Quasiment C'est quoi une professionnelles. marieuse? C'est quoi une marieuse? Marieuse, c'est d'arranger les mariages. D'accord. Hein, c'est de dire, voilà, alors les mariages, c'était rarement des mariages d'amour, c'était des mariages de raison. Ouais. Hein, et donc, il y avait des femmes qui étaient là pour pour trouver les bons maris, etc. Et on voit Yolande d'Aragon qui passe son temps à marier ses enfants. Elle fait des mômes pour les marier avec Pierre-Paul Jacques pour des fonctions politiques. D'accord. On me demande c'était quoi l'espérance de vie aussi à l'époque? Elle était quand même assez faible. L'espérance de vie, c'était 40-50 ans, quoi. 40-50 ans. Voilà. Donc il valait mieux se marier à 15. Ouais. Ça dépend dans les périodes de guerre. Si tu veux, le XIIIe siècle, c'est un siècle où il y a peu de guerre, et c'est un siècle où il n'y a pas de famine. Mais quand on arrive au XIVe siècle, il y a la peste. Alors il y a la peste dans les grandes villes, c'est 60% des gens qui meurent dans les grandes villes de la peste noire. Puis la peste, la guerre de 100 ans, la population, si la population a triplé au XIIIe siècle par rapport au XIe siècle, au XIVe siècle, la population a chuté de moitié. Ouais, d'accord. Hein? Alors c'est marrant, je vais relire la question de Victor qui demandait si tu connaissais la pièce grecque antique d'Aristophane, Lysistrata, où les femmes font la grève du sexe tant que les maris n'auront pas gagné la guerre. C'est l'histoire de ce que tu viens de nous expliquer, mes versions françaises. Qui lui a dit, écoute, si tu gagnes pour la guerre, mon pote, il n'y aura plus rien pour toi. Il n'y aura plus rien pour toi. Ouais. Alors il y a aussi Razien qui demande, parce que c'est pour revenir, c'est une question qu'il avait posée au début, si on pouvait juste expliquer simplement c'est quoi les avantages des systèmes matriarcaux et patriarcaux. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut qu'est-ce qui peut les caractériser en fait, je pense, avec ses avantages, ses inconvénients? Je ne sais pas s'il y a des avantages et des inconvénients. Le matriarcat, donc dans les tribus qui existent encore, donc les matrilinéaires, c'est-à-dire sont les hommes qui se déplacent dans la maison des femmes, donc la femme garde la maison, donc c'est l'homme qui vient, et les noms sont matrilinéaires, et le patriarcat, c'est l'inverse, c'est ce qu'il y a chez nous, c'est que c'est la femme qui prend le nom du mari. Voilà. Et il faut dire qu'en France, la femme a été mineure jusqu'en 1961 ou 62, je ne sais plus, où il fallait demander l'autorisation du mari pour avoir un emploi. Oui, tout à fait, un compte bancaire, etc. Voilà. Donc on voit que c'est récent, quoi. Alors, on nous demande, alors je ne sais pas si tu as entendu parler du récentisme. Du récentisme. Récentisme? Oui. Ce sont certains historiens, qui vient de beaucoup, d'ailleurs c'était quelque chose qui vient beaucoup de Russie et d'Angleterre, qui remettent en cause en fait l'histoire en disant qu'on nous a bluffé en gros. Alors il y en a les plus, on va dire les plus optimistes parlent de 300 ans et les plus pessimistes de 700 ans. C'est-à-dire qu'il y aurait 700 ans, 300 à 700 ans d'invention dans l'histoire. Est-ce que tu as déjà entendu parler de ça? Non. Non, d'accord. Voilà. On m'a posé la question parce que nous on en a parlé il n'y a pas longtemps, donc tout le monde pose la question. Ça me paraît difficile à croire. C'est ce que nous disait aussi Marion Sigaud. Pour elle, c'était improbable. Elle a dit les documents existent, je vois pas en quoi. Non. Parce qu'en gros, si tu veux, ça ramènerait comme si, le prophète Mohammed serait de la même époque que Jules César. Non, il y a suffisamment de traces écrites dans l'histoire quand même pour que la chronologie soit connue. Oui. Oui. Donc voilà, toi tu partages le même avis que Marion que c'est pas possible. On me demandait, oui, qu'est-ce que c'est les coulevrines? On va le rappeler, c'était
La coulevrine à main, en fait, c'était un petit canon. C'est l'ancêtre du fusil. Ah bah, il y a quelqu'un qui lui a mis en plus une photo de coulevrine. Une coulevrine à main, c'est l'ancêtre du fusil. Donc il y a une balle de plomb, comme un fusil, donc qui charge par la bouche. Et puis voilà, c'est une mèche. C'est une mèche qui boute le feu. Voilà, on n'épaule pas encore, on tient sous le bras. Mais ça fera beaucoup de dégâts. Et il y en a à 2 coups. D'accord. On me dit, oui, c'est bien connu, nous vivons aujourd'hui longtemps grâce à notre médecine pasteurienne. Avant, on mourra à 35-40 ans, sûrement à cause de l'alimentation trop bio de l'époque. Ouais, voilà, ils sont pas tous d'accord avec ça, mais bon, ça, on n'a pas tellement de données, je pense, pour pouvoir se prononcer. Alors, avec quel ressentiment, c'est sûr qu'on va faire... il va taper du poil là-dedans, il sait pas ce que c'est le ressentiment. Non, parce que le ressentiment, si tu veux, sont des gens qui remettent en cause l'histoire, mais ils remettent tout, quoi. Pour eux, l'Empire romain n'a jamais existé, l'Empire arabe, c'est une aberration. Jésus-Christ serait né en 1150, en fait. Quasiment, enfin, c'est... Bon, tu n'as rien à dire. Voilà, non mais il voulait savoir ton avis parce que... J'en ai pas. T'en as pas, ben voilà. Comme ça, mais tu risques d'en entendre parler, bientôt, du ressentisme, c'est quelque chose qui va prendre de l'importance. Je suis très sceptique. Ouais, mais beaucoup justement d'historiens sont très sceptiques. Ouais. Voilà. Bah écoute, merci Alain, c'est ce que c'est l'heure là, au moins que... Ouais, on est... voilà. Et Minuit pile. Minuit passé, l'heure du crime, vous voyez. Voilà, j'espère que ça vous a intéressé. J'ai essayé d'être précis, beaucoup d'images, que vous en savez plus sur l'histoire de la femme dans cette période faste pour elle. Alors après... en fait, la conclusion, on peut dire, toutes les histoires de féministes d'aujourd'hui qui nous parlent d'une femme opprimée, de nana, etc., on a l'impression que les femmes sont libérées depuis les années 60, qu'avant c'était l'horreur. Non, parce qu'après, il y a eu la chasse aux sorcières, le XVIe siècle a été terrifiant pour la femme. Oui, voilà. Voilà, il y a eu une réaction, les bains publics ont été fermés, les gens sont devenus dégueulasses, on a accusé les femmes de sorcellerie, on en a tué beaucoup. Donc il y a la réaction de l'Église qui a été terrible par rapport à ce siècle de liberté de la femme et qui a tout vissé, quoi. Et donc il faut attendre après très longtemps pour que la femme retrouve un statut important dans la société, quoi. D'accord. Voilà. Tu ne seras pas d'accord avec Marion, parce qu'elle elle pense pas que l'Église est responsable. Enfin, c'est une longue histoire, tout ça. J'invite les gens à regarder le procès Chasse aux sorcières, quand il sera en ligne, bien sûr. Parce que, évidemment, pour le moment, il n'est pas encore en ligne. En tout cas, voilà, on me dit merci Alain. Ce soir, j'ai apprécié. Merci à vous, c'était cool. Bonne soirée aussi à vous, Razien, Kimazouf, Canada, Bryce. J'ai vu, il y a Erwan, il y a Alien qui traîne dans le coin. Il y a qui encore? Mr. Anderson, D'Artagnan, Boris, Quenélologue, Erani, Alio. On ne sait toujours pas si c'est d'ailleurs Louis Alliot ou Alliot Marie. Après, il y a Quenélologue, Alex B, Mr. Anderson, Fade, LFT Rose. Il y a Steph en plus qui est connecté aussi. Qui m'azouffe, voilà, et Nuit bien sûr. Il y a qui encore? Il y a Matt qui Matt, il y a Mister Don Sanus, il y a Gaspard, il y a Nourou, il y a Maurice, il y a Décus, il y a Bryce, il y a Véronique Isabelle. Bon voilà, un petit poney et Libertas aussi. On vous oublie pas, bord de rire, bien sûr. Bord de rire. En tout cas, merci à vous. Demain, c'est Eric Fioril de Démosophie, donc ça aussi. Ça va parler politique, vous voyez, comme ça. Hier, on a bien fait de faire les Air Doctor, plus ça. Donc, on se détend comme ça, parce que là aussi, c'est un Air Doctor. Mais ça, c'est une longue histoire. En tout cas, merci à vous. Et puis, on se rejoint demain, même endroit, même heure. Parce que vous savez très bien que si vous écoutez ce message, c'est que vous êtes la résistance. À demain. Ciao, ciao.